Le Kenya organisera une nouvelle élection présidentielle le 17 octobre après l'invalidation par la Cour suprême du scrutin du 8 août, à l'issue duquel le sortant Uhuru Kenyatta avait été déclaré président. En Angola, la Commission nationale électorale a catégoriquement rejeté ce lundi les accusations de l'opposition. Cette dernière dénonce des irrégularités lors des élections générales du 23 août. En Côte d'Ivoire, l'évasion dimanche d'une centaine de détenus de la prison de Katiola dans le centre a été permise grâce à une complicité parmi les gardiens, a estimé lundi le maire adjoint de la ville. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue. Le gouvernement burundais a dénoncé un complot occidental qui restera sans effet dans l'appel lancé lundi par l'ONU à la Cour pénale internationale. L'ONU y réclamait une enquête sur des crimes contre l'humanité commis, selon elle, par les autorités burundaises. Juste après la sortie des enquêteurs de l'ONU qui ont exhorté la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence sur les crimes contre l'humanité commis par les autorités, réponse du berger à la bergère. Ce ne sont pas des enquêteurs, mais des mercenaires payés pour valider un narratif déjà en circulation dans certains rapports des Occidentaux et ouvrir la voie à la CPI, cet instrument dans les mains de l'Occident pour asservir les États africains, a déclaré Willy Nyamitwe, le responsable de la communication présidentielle. Dans un tweet écrit dès la publication du rapport des enquêteurs de l'ONU, Nyamitwe s'était montré plus précis en dénonçant des conclusions politiquement motivées et commanditées par l'Union européenne. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi avait dénoncé lundi des crimes contre l'humanité commis avec l'assentiment de responsables au plus haut sommet de l'État et exhorté la CPI à enquêter dans les plus brefs délais sur ces atrocités. Pour la première fois dans un tel rapport, le président burundais Pierre Nkurunziza est cité nommément comme faisant partie des responsables de ces crimes. Parce que c'est la personne clé dans la protection de la nation, parce qu'il dérange les intérêts obscurs des Occidentaux et tout simplement parce que c'est lui qui a été visé depuis longtemps, mais cela est et restera sans effet, a justifié Nyamitwe. Quant à l'opposition burundaise, elle s'est au contraire félicitée des conclusions de la mission d'enquête de l'ONU. C'est une nouvelle ère d'espoir qui s'ouvre pour mettre fin à l'impunité des crimes commis depuis avril 2015, a déclaré Charles Nditidje, le président du Sénarède, coalition regroupant la quasi-totalité de l'opposition en réclamant que l'enquête débute dans les meilleurs délais. Le Kenya organisera une nouvelle élection présidentielle le 17 octobre. C'est après l'invalidation par la Cour suprême du scrutin du 8 août, à l'issue duquel le sortant Uhuru Kenyatta avait été déclaré vainqueur. L'annonce a été faite ce lundi par la Commission électorale. Après l'invalidation par la Cour suprême du scrutin du 8 août dernier, le Kenya organisera une nouvelle élection présidentielle le 17 octobre prochain. Un scrutin qui opposera le président sortant Uhuru Kenyatta au leader de l'opposition Raila Odinga. Selon la commission électorale qui a annoncé cette date, il s'agit de se conformer à la décision de la Cour suprême. Saisie par Raila Odinga, la Cour suprême avait invalidé vendredi l'élection du 8 août dernier qui avait donné vainqueur le sortant Uhuru Kenyatta. La juridiction a estimé que le scrutin n'avait pas été conduit en accord avec la Constitution et que des illégalités et irrégularités avaient affecté son intégrité. La Cour avait ordonné l'organisation d'une nouvelle élection dans un délai de 60 jours, comme l'exige la Constitution. La commission électorale a précisé que seul Uhuru Kenyatta, qui avait été proclamé vainqueur le 11 août dernier, et son principal opposant Raila Odinga figureraient sur les bulletins de vote. Les 6 autres candidats qui avaient réuni moins d'1% des voix lors de la première élection ne pourront se représenter. Parlons toujours élection. En Angola, la Commission nationale électorale a catégoriquement rejeté ce lundi les accusations de l'opposition. Cette dernière dénonce des irrégularités ayant caractérisé l'élection générale du 23 août remportée par le parti au pouvoir.
Les partis qui dénoncent les résultats sont de mauvaise foi et cherchent à décrédibiliser le processus électoral angolais, a déclaré le président de la CNE, André da Silva Neto, lors d'une conférence de presse à Luanda. La CNE rejette catégoriquement leurs critiques, a-t-il ajouté. Tous les outils électroniques utilisés dans le processus électoral ont été vérifiés, a-t-il encore assuré, ajoutant que l'ensemble du processus avait été légal. Des propos qui interviennent au lendemain de la sortie de 4 partis d'opposition qui exigent un recomptage des bulletins, jugeant irréguliers les résultats. Les chefs de l'opposition ont affirmé avoir constaté la disparition d'urnes, l'apparition de nouvelles urnes, la disparition de bulletins de vote et la présence illégale d'individus étrangers au processus lors du dépouillement. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a été crédité par la CNE de 61,1% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement, selon un décompte portant sur 97% des bulletins de vote. Les partis d'opposition UNITA et la Casa CE ont eux recueilli respectivement 26 et 9% des voix. Les résultats définitifs de la CNE doivent être publiés ce mercredi. La tête de liste du MPLA, Joao Lourenço, ex-ministre de la Défense, sera investi président le 25 septembre en remplacement du président José Eduardo dos Santos, âgé de 75 ans. Le leader de l'opposition en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a vécu un retour tendu dimanche à Kinshasa. Les autorités avaient interdit la veille un meeting de sa formation politique, l'UDPS. Le président du rassemblement de l'opposition, arrivé à l'aéroport de Ndjili après un séjour en Europe, a été escorté par un nombre important de policiers jusqu'à la résidence familiale du quartier de Limete. Pendant le trajet de quelques kilomètres, Félix Tshisekedi a dû s'arrêter pour dialoguer avec un officier des forces de sécurité, selon un proche présent dans le cortège. Plusieurs dizaines d'agents de la police anti-émeute et d'autres policiers cagoulés ont filtré l'entrée des piétons dans le quartier de sa résidence pendant près de 2 heures. Les véhicules d'opposants et des médias qui étaient dans le cortège ont tous été bloqués par la police à l'entrée de la rue qui mène à la résidence familiale. 4 militants de l'opposition y avaient été arrêtés auparavant par les forces de l'ordre qui ont également utilisé des gaz lacrymogènes selon un membre de l'entourage de Tshisekedi. On a récupéré 3 ou 4 personnes qui n'ont pas obtempéré à l'ordre de la police. Elles seront libérées, a déclaré le porte-parole de la police, le colonel Pierre Rombo Mwanamputu. Les autorités avaient fait savoir samedi qu'elles interdisaient un meeting du rassemblement de l'opposition programmé dimanche, estimant qu'il pouvait déboucher sur des violences meurtrières. Le rassemblement de l'opposition demande le départ du président Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Et les autorités ont promis ce jeudi de publier incessamment un calendrier électoral réaliste après avoir recensé plus de 40 millions d'électeurs, soit 98,9% du corps électoral, selon ces mêmes autorités. Visite du ministre français des Affaires étrangères à Tripoli, occasion pour le chef de la diplomatie française de mettre l'accent sur l'engagement de la France dans le règlement du conflit libyen. On fait le point avec Géniala Fouda. Visite du ministre français des Affaires étrangères à Tripoli. Occasion pour le chef de la diplomatie française de mettre l'accent sur l'engagement de la France au profit d'un règlement en Libye. Ma visite s'inscrit dans la dynamique qui a été initiée à la Celle Saint-Cloud et que les différents acteurs libyens ont vocation à rejoindre, et en particulier les acteurs institutionnels que je rencontrerai et tout à l'heure ici à Tripoli et à Tobrouk. Une Libye unie, dotée d'institutions et donc fonctionnelles, est la condition pour éviter durablement la menace terroriste et permettre la réconciliation. Après Tripoli, Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'il se rendrait à Misrata, puis dans l'est libyen à Benghazi et Tobrouk. Riche pays pétrolier, la Libye est livrée au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.
Évasion spectaculaire dans une prison de la Côte d'Ivoire. 96 prisonniers se sont échappés ce dimanche de la prison de Katiola à 45 km au nord de Bouaké. Aux dernières nouvelles, les autorités communales parlent de complicité interne. Plus de précisions à travers ce reportage. De sources sécuritaires, ces prisonniers se sont évadés entre 5h et 6h du matin ce dimanche. Une information confirmée par un responsable de la prison. Jointe au téléphone, ce sont des lieutenants du célèbre Yakou le Chinois, un ex-prisonnier qui a été tué, qui sont à la base de cette évasion massive, a précisé une source judiciaire à Katiola. Les détenus sont passés par le toit de leurs cellules pour regagner d'autres cellules où ils ont profité de la sortie des corvéables pour casser le grand portail et prendre la fuite, selon cette source. Des recherches ont été immédiatement engagées pour retrouver les évadés, dont certains ont déjà été appréhendés par les forces de police et de gendarmerie, a déclaré le directeur de l'administration pénitentiaire, Joachim Kofi Kongwe, dans un communiqué. Selon lui, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités relativement à cette évasion. Par ailleurs, le garde des Sceaux invite les populations à garder leur calme. La veille de la fête de l'indépendance le 6 août, 5 prisonniers s'étaient déjà évadés de la prison de Gagnoa dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le 8 août, 20 personnes s'étaient évadées du palais de justice d'Abidjan en plein centre-ville après avoir agressé des policiers. 7 agents dont le commandant du palais de justice ont été relevés de leurs fonctions et arrêtés. La question de la sécurité est brûlante en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année après des mutineries dans l'armée et une série d'attaques contre des postes de police et de gendarmerie. Retour au Kenya où le ministre de l'Éducation Fred Matiang'i a annoncé lundi à la presse que l'incendie survenu samedi dans un lycée pour filles de Nairobi était un acte criminel. Selon un nouveau bilan, 9 lycéennes ont péri dans ce sinistre qui s'est déclaré dans un dortoir du lycée Moi, un établissement de renommée qui accueille environ 1000 adolescentes dans le quartier de Kibera à Nairobi. L'incendie survenu samedi dernier dans un lycée pour jeunes filles de Nairobi était un acte criminel. C'est ce qu'a déclaré lundi le ministre kényan de l'Éducation lors d'une conférence de presse. Je peux vous dire sans équivoque que la police m'a informé que ce n'était pas un accident. Toutes les enquêtes ont conclu le fait que c'était un accident. Mais c'était un cas d'incendie volontaire et un certain nombre d'interrogations ont été soulevées. Nous sommes tristes d'avoir perdu nos enfants dans ce type de drame qui est essentiellement le résultat d'un crime. Le ministre a également indiqué que le bilan du drame s'élève désormais à 9 morts. Un premier bilan établi de sources officielles samedi dernier avait fait état de 7 lycéennes tuées et d'une dizaine blessées. Aucun suspect n'a été encore cité dans cette affaire, mais la police assure avoir des pistes précises sur des suspects spécifiques. Le sinistre s'était déclenché samedi à 2h du matin dans un dortoir d'un lycée de renommée qui accueille environ 1000 adolescentes âgées pour la plupart de 14 à 18 ans dans le quartier de Kibera à Nairobi. C'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur site.